L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, cette famille a adopté une fille que personne ne voulait. Peu de temps après, ils ont découvert pourquoi. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. La nuit était tombée sur la banlieue paisible de Lyon. Dans leur maison confortable de la rue des Glycines, Amélie et François Beauchamp observaient les étoiles depuis leur terrasse. Le ciel d'hiver était particulièrement clair ce soir-là, et une brise fraîche faisait frissonner les branches des arbres dénudés. Amélie, ses longs cheveux bruns ondulant dans le vent, serra son châle autour de ses épaules et se tourna vers son mari. Ses yeux brillaient d'une lueur inhabituelle, comme si une idée venait de germer dans son esprit. « François, murmura-t-elle, sa voix à peine audible par-dessus le bruissement des feuilles, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. » François, intrigué par le ton sérieux de sa femme, posa sa tasse de thé fumante sur la table en fer forgé. « À quoi donc, ma chérie ?» Amélie prit une profonde inspiration, comme pour se donner du courage. « Et si nous donnions un foyer à un enfant qui en a vraiment besoin ?» Le silence qui suivit était chargé d'émotion. François, surpris par cette suggestion inattendue, scruta le visage de sa femme à la recherche d'un indice sur ses intentions. « Tu veux dire, une adoption ?» demanda-t-il finalement, sa voix trahissant un mélange de curiosité et d'appréhension. Les yeux d'Amélie s'illuminèrent d'espoir. « Oui. Imagine à quel point nous pourrions changer la vie d'un enfant orphelin. Nos 4 merveilleux enfants ont tant de chance, et nous avons tant d'amour à donner. » François resta silencieux un moment, pesant le pour et le contre de cette idée. Leur vie était déjà bien remplie avec leurs 4 enfants biologiques, Léa, Mathis, Chloé et le petit dernier, Lucas. Mais il ne pouvait nier la passion qui animait sa femme. « Amélie, commença-t-il lentement, tu sais que l'adoption est un processus long et complexe. Es-tu sûre que nous sommes prêts pour ça ?» Amélie se leva brusquement, ses yeux brillant d'une détermination farouche. « François, chaque jour qui passe, il y a des enfants qui souffrent, qui n'ont pas de famille pour les aimer. Comment pouvons-nous rester les bras croisés alors que nous avons la capacité d'aider ?» Sa voix tremblait d'émotion, et François sentit son cœur se serrer. Il se leva à son tour et prit sa femme dans ses bras. « D'accord, murmura-t-il contre ses cheveux. Faisons-le. Adoptons un enfant. » Le visage d'Amélie s'illumina d'un sourire radieux, mais François ne put s'empêcher d'ajouter « Mais promets-moi que nous prendrons le temps de bien réfléchir à chaque étape. C'est une décision qui va changer nos vies à jamais. » Amélie hocha solennellement la tête. « Je te le promets. » Les jours suivants furent remplis de discussions animées, de recherches frénétiques sur Internet et de conversations téléphoniques avec des agences d'adoption. Les Beauchamp explorèrent toutes les options, adoption nationale, internationale, les différents pays, les procédures. Un soir, alors qu'ils feuilletaient des brochures étalées sur la table de la salle à manger, Amélie s'arrêta net sur une photo. C'était l'image d'une petite fille aux grands yeux tristes, debout devant une cabane en tôle ondulée. « François, dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion, regarde. » François se pencha sur la photo et lut la légende, « Ouganda, des milliers d'enfants attendent une famille. » Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment de silence, une décision fut prise. Ils allaient adopter un enfant d'Ouganda. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette décision allait les entraîner dans une spirale d'événements qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Des secrets sombres, des mensonges et une vérité choquante les attendaient au bout de ce chemin. Alors qu'Amélie appelait l'agence européenne Adoption Consultant pour commencer le processus, un frisson inexplicable parcourut son échine. Était-ce l'excitation ou un pressentiment? Elle chassa cette pensée et se concentra sur la voix chaleureuse de la conseillère à l'autre bout du fil. « Bonjour, Madame Beauchamp. Nous sommes ravis de vous aider dans votre démarche d'adoption. Pouvez-vous me parler un peu de la raison pour laquelle vous avez choisi l'Ouganda ?» Amélie hésita un instant avant de répondre, « Nous voulons vraiment faire une différence dans la vie d'un enfant qui a le plus besoin d'aide. » La conseillère rit doucement. « C'est admirable, Madame Beauchamp. Je peux vous assurer que vous allez changer une vie. Peut-être même plus d'une que vous ne le pensez. » Ces mots, prononcés avec une légèreté déconcertante, allaient hanter Amélie dans les mois à venir. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle ressentait était de l'espoir et de l'excitation pour l'avenir. Peu savait-il que leur voyage vers l'adoption allait révéler une toile complexe de tromperie et de trafic d'enfants,
mettant à l'épreuve non seulement leur désir d'adopter, mais aussi leur sens de la moralité et de la justice. Le soleil brûlant de l'Ouganda frappait impitoyablement le toit de la voiture louée par Amélie et François Beauchamp. Ils roulaient depuis des heures sur des routes caouteuses, s'enfonçant toujours plus loin dans la campagne ougandaise. L'air était lourd, chargé de poussière rouge et d'une tension palpable. « Tu es sûr que c'est la bonne direction ?» demanda Amélie, essuyant la sueur de son front avec un mouchoir déjà trempé. François, les mains crispées sur le volant, jeta un coup d'œil nerveux à son GPS. Selon l'agence, l'orphelinat devrait être au bout de cette route. Encore quelques kilomètres. Le paysage défilait, alternant entre des champs arides et des villages épars. Soudain, au détour d'un virage, ils l'aperçurent, un bâtiment gris et austère, entouré de hauts murs surmontés de barbelés. L'orphelinat, l'espoir de demain, se dressait devant eux comme une forteresse sinistre. Amélie sentit son cœur se serrer. « Mon Dieu, François. On dirait une prison. » Ils garèrent la voiture devant le portail rouillé et furent accueillis par une femme à l'air sévère, vêtue d'une robe terne. « Bienvenue, M et Madame Beauchamp. Je suis Madame Nakato, la directrice de l'orphelinat. Suivez-moi. » L'intérieur du bâtiment était aussi austère que l'extérieur. Les couloirs étroits résonnaient des cris et des rires lointains des enfants. L'odeur de désinfectant bon marché assaillait leurs narines. « Voici la salle commune », annonça Madame Nakato en ouvrant une porte grinçante. La scène qui s'offrit à eux glaça le sang d'Amélie. Une vingtaine d'enfants étaient assis sur le sol en béton nu, leurs grands yeux fixés sur les nouveaux arrivants. Il n'y avait ni jouets, ni livres, ni la moindre trace de couleur dans la pièce. Les fenêtres étaient barrées de grilles métalliques. « Où sont les lits ? » « Les jouets » murmura François, choqué. Madame Nakato haussa les épaules avec indifférence. « Nous faisons avec les moyens du bord, Monsieur Beauchamp. Les enfants dorment dans une autre salle. » Amélie sentit la colère monter en elle. « C'est inhumain. Comment pouvez-vous » François posa une main apaisante sur son bras. « Chérie, souviens-toi pourquoi nous sommes là. » À ce moment, une petite fille se détacha du groupe. Elle avait de grands yeux noirs qui semblaient trop vieux pour son jeune visage, et ses cheveux étaient coiffés en fines tresses serrées contre son crâne. « Voici Mara », annonça Madame Nakato. « C'est l'enfant dont nous vous avons parlé. » Mara s'approcha timidement, ses pieds nus faisant à peine de bruit sur le sol en béton. Amélie s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, les larmes aux yeux. « Bonjour, Mara, dit-elle doucement en anglais. Je m'appelle Amélie, et voici François. » La petite fille les regarda tour à tour, son visage impassible. Puis, à la surprise de tous, elle tendit la main et toucha délicatement la joue d'Amélie. « Vous êtes venu me chercher ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Cette simple question brisa quelque chose en Amélie. Elle attira Mara dans ses bras, ignorant le regard désapprobateur de Madame Nakato. « Oui, ma chérie. Nous sommes venus pour toi. » François s'agenouilla à côté d'elle, formant un cocon protecteur autour de la petite fille. « Nous allons t'emmener dans un endroit où tu seras aimée et en sécurité. » Mara se blottit contre eux, comme si elle cherchait à absorber toute la chaleur et l'affection qu'elle pouvait. Mais lorsqu'Amélie croisa son regard, elle y vit une lueur étrange, presque méfiante. « Bien, » interrompit Madame Nakato, brisant le moment. « Il y a des papiers à signer. Suivez-moi dans mon bureau. » Alors qu'il se levait pour suivre la directrice, François retint Amélie par le bras. « Amélie, » chuchota-t-il, « quelque chose ne va pas ici. Tu as vu les conditions dans lesquelles vivent ces enfants ? C'est inimaginable. » Amélie hocha gravement la tête. « Je sais. Mais c'est précisément pour ça que nous devons sortir Mara d'ici le plus vite possible. » Dans le bureau exigu de Madame Nakato, ils signèrent une montagne de documents, la tête bourdonnante de questions et d'inquiétudes. L'histoire de Mara, telle que racontée par l'agence et Madame Nakato, semblait de plus en plus incohérente à mesure qu'ils posaient des questions. « Vous dites que son père est mort et que sa mère l'a abandonné, » dit François, fronçant les sourcils. « Mais avez-vous des preuves de cela ?» Madame Nakato agita la main avec dédain. « Monsieur Beauchamp, vous devez comprendre que dans ce pays, les choses ne fonctionnent pas comme chez vous. Nous n'avons pas toujours de papiers officiels. » Amélie et François échangèrent un regard inquiet. Quelque chose ne collait pas, mais leur désir de sauver Mara de cet endroit horrible l'emportait sur leurs doutes. Finalement, après ce qui sembla être des heures, les derniers papiers furent signés.
Marat fut amené, un petit sac contenant ses maigres possessions à la main. Alors qu'il quittait l'orphelinat, Amélie ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Les yeux des autres enfants, pressés contre les fenêtres grillagées, la hantaient longtemps. Dans la voiture, sur le chemin du retour vers leur hôtel à Kampala, Marat resta silencieuse, son regard fixé sur le paysage qui défilait. « Marat, ma chérie, dit doucement Amélie, tu es en sécurité maintenant. Nous allons prendre soin de toi. » La petite fille tourna lentement la tête vers elle, ses yeux sombres insondables. « Vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix qui semblait porter le poids du monde. François, regardant dans le rétroviseur, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose dans le regard de Marat, une profondeur, une connaissance qui semblait bien au-delà de son âge. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Marat portait un secret. Un secret qui allait bientôt ébranler les fondements même de leur vie et de leurs croyances. Alors que la voiture s'éloignait de l'orphelinat, emportant Marat vers sa nouvelle vie, les ombres du passé s'étiraient derrière eux, menaçantes et insidieuses. Le voyage de retour à l'hôtel fut silencieux, chacun plongé dans ses pensées. Amélie ne cessait de jeter des regards à Marat dans le rétroviseur, son cœur se serrant à chaque fois qu'elle voyait l'expression distante de la petite fille. Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel, alors que Marat dormait enfin, Amélie et François eurent une conversation à voix basse. « François, murmura Amélie, je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons fait quelque chose de mal. » Ces conditions à l'orphelinat, le manque d'informations sur le passé de Marat. François passa une main fatiguée sur son visage. « Je sais, je ressens la même chose. Mais que pouvions-nous faire? La laisser là-bas? » Ils restèrent éveillés une bonne partie de la nuit, tourmentés par des doutes et des questions sans réponse. Peu savaient-ils que ce n'était que le début d'un voyage qui allait mettre à l'épreuve leur amour, leur morale et leur compréhension même de ce qui est juste. L'avion atterrit à l'aéroport Charles de Gaulle dans un crissement de pneus. Amélie serra la main de Marat, sentant la tension de la petite fille à travers ses doigts crispés. « Ça y est, ma chérie, murmura-t-elle en français avant de se reprendre en anglais. « Oui, home. » Marat hocha la tête silencieusement, ses grands yeux sombres scrutant l'intérieur de l'avion avec une curiosité mêlée d'appréhension. Le voyage depuis l'Ouganda avait été éprouvant. Marat n'avait presque pas parlé, se contentant de regarder par le hublot avec une expression indéchiffrable. François et Amélie avaient échangé des regards inquiets tout au long du vol, se demandant comment ils allaient surmonter la barrière de la langue et aider Marat à s'adapter à sa nouvelle vie. À la sortie de l'avion, l'air frais de Paris les accueillit, faisant frissonner Marat dans son léger t-shirt ougandais. François enleva immédiatement sa veste pour la draper sur les épaules de la petite fille. « Merci, murmura Marat en anglais, le premier mot qu'elle prononçait depuis des heures. Le trajet en voiture jusqu'à leur maison de Lyon fut long et silencieux. Marat, épuisé par le voyage, s'endormit rapidement, sa tête reposant contre la vitre. « Comment allons-nous faire, François » chuchota Amélie, jetant un coup d'œil inquiet à Marat dans le rétroviseur. Elle ne parle pas un mot de français. François serra le volant, les yeux fixés sur la route. « Nous allons devoir être patients, ma chérie. Ça va prendre du temps, mais nous y arriverons. » Lorsqu'ils arrivèrent enfin chez eux, la nuit était tombée. Les enfants Beauchamp, Léa, Mathis, Chloé et le petit Lucas attendaient impatiemment sur le perron, excités à l'idée de rencontrer leur nouvelle sœur. Marat, réveillé par l'arrêt de la voiture, regarda avec de grands yeux la maison illuminée et la famille qui l'attendait. Amélie sentit la petite main de Marat serrer la sienne plus fort. « It's okay » murmura-t-elle. « They're your new brothers and sisters. They're excited to meet you. » Lentement, timidement, Marat sortit de la voiture. Les enfants Beauchamp s'approchèrent, leur visage un mélange de curiosité et d'excitation. Léa, l'aînée, fut la première à parler. « Bienvenue, Marat, dit-elle doucement en anglais, ayant pratiqué cette phrase pendant des jours. Marat regarda Léa, puis les autres enfants, avant de murmurer un « hello » à peine audible. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'ajustements et de défis. Marat, submergée par son nouvel environnement, restait souvent silencieuse, observant tout avec ses yeux profonds et mystérieux. Les Beauchamp firent de leur mieux pour la mettre à l'aise, utilisant un mélange de gestes, d'anglais basique et de patience infinie pour communiquer. Amélie consacra des heures chaque jour à enseigner le français à Marat, utilisant des livres d'images, des chansons et des jeux. Au début, les progrès étaient lents, frustrants parfois.
Marat semblait avoir du mal à se concentrer, son esprit souvent ailleurs. Une nuit, environ 2 semaines après leur retour, Amélie fut réveillée par des cris. Elle se précipita dans la chambre de Marat pour trouver la petite fille en plein cauchemar, se débattant dans ses draps. Marat, appela doucement Amélie, prenant la petite fille dans ses bras. C'est fini, tu es en sécurité. Marat ouvrit les yeux, empli de terreur, et regarda Amélie sans la reconnaître pendant un instant. Puis, dans un sanglot déchirant, elle se jeta dans les bras d'Amélie. Maman, pleura-t-elle en luganda, sa langue maternelle. Je veux ma maman. Amélie, ne comprenant pas les mots mais saisissant leur signification, sentit son cœur se briser. Elle berça Marat, lui murmurant des mots de réconfort en français, sachant qu'il ne serait pas compris mais espérant que le ton apaiserait la petite fille. Le lendemain matin, au petit déjeuner, l'atmosphère était tendue. François remarqua les cernes sous les yeux de sa femme et le regard hanté de Marat. « Que s'est-il passé » demanda-t-il doucement. Amélie secoua la tête, signalant qu'elle en parlerait plus tard. Marat, assise devant son bol de céréales intouchées, fixait un point invisible sur la table. Ce fut ce jour-là qu'Amélie décida d'intensifier les leçons de français. Elle comprit que la barrière de la langue n'était pas seulement un obstacle à la communication, mais aussi à la guérison émotionnelle de Marat. Les semaines passèrent, et lentement, très lentement, Marat commença à s'ouvrir. Ses premiers mots en français furent accueillis avec des acclamations et des câlins par toute la famille. Petit à petit, elle commença à participer aux conversations familiales, d'abord par des hochements de tête et des sourires timides, puis par des phrases courtes et hésitantes. Mais malgré ces progrès, Amélie et François ne pouvaient ignorer les moments où Marat semblait ailleurs, son regard perdu dans le vide, comme si elle revivait des souvenirs lointains. Parfois, il la surprenait à murmurer des mots en luganda, des mots qu'il ne comprenait pas mais qui semblaient chargés d'émotion. Un soir, alors que François aidait Marat à faire ses devoirs, la petite fille leva soudainement les yeux de son cahier. « Papa François, dit-elle, utilisant le terme qu'elle avait choisi pour l'appeler, je peux te dire quelque chose. » François sentit son cœur s'accélérer. C'était la première fois que Marat initiait une conversation sérieuse. « Bien sûr, ma chérie. Tu peux tout me dire. » Marat hésita, jouant nerveusement avec son crayon. Puis, dans un mélange de français et d'anglais, elle commença à parler. Ce qu'elle révéla ce soir-là allait changer le cours de leur vie à jamais. « Ma vraie maman, dit-elle doucement, elle n'est pas morte. Et mon papa non plus. » François sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il appela Amélie d'une voix tremblante, sachant que ce qu'ils allaient entendre allait bouleverser tout ce qu'ils croyaient savoir sur leur fille adoptive et sur le processus d'adoption qu'ils avaient traversé. La vérité, telle que Marat commençait à la révéler, était bien plus complexe et troublante qu'il n'aurait pu l'imaginer. Et avec chaque mot que Marat prononçait, le monde des Beauchamp s'apprêtait à basculer dans une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Le salon des Beauchamp était plongé dans un silence pesant. Amélie et François, assis côte à côte sur le canapé, fixaient Marat avec un mélange de choc et d'incrédulité. La petite fille, assise dans le fauteuil en face d'eux, semblait soudain plus âgée, plus mature, comme si le poids de ses secrets l'avait fait grandir en l'espace d'une soirée. « Marat, commença Amélie d'une voix tremblante, tu es sûr de ce que tu dis ? Tes parents, ils sont vivants ? » Marat hocha lentement la tête, ses yeux sombres brillant de larmes contenues. « Oui, maman Amélie. Ma vraie maman s'appelle Ada. Elle travaille dans un petit marché à Kampala. Et mon papa, Okello, il est chauffeur de taxi. » François se pencha en avant, les coudes sur les genoux, tentant de comprendre. « Mais l'orphelinat. Madame Nakato nous a dit que ton père était mort et que ta mère t'avait abandonné. » Le visage de Marat se durcit à la mention de Madame Nakato. « Elle a menti, dit-elle avec une force qui surprit les Beauchamp. Ils ont tous menti. » Amélie et François échangèrent un regard désemparé. Tout ce qu'ils croyaient savoir, tout le processus d'adoption qu'ils avaient traversé, semblait s'effondrer comme un château de cartes. « Raconte-nous tout, ma chérie, encouragea doucement Amélie. Nous voulons comprendre. » Marat prit une profonde inspiration et commença son récit, sa voix alternant entre le français et l'anglais lorsque les mots lui manquaient. « Un jour, un homme est venu voir ma maman au marché. Il a dit qu'il y avait une école spéciale pour les enfants intelligents comme moi. Il a promis que je pourrais étudier gratuitement et que je reviendrais pendant les vacances. » François sentit son estomac se nouer. Il commençait à entrevoir l'horrible vérité.
Mara continua, sa voix tremblant légèrement. Ma maman ne savait pas lire. L'homme lui a fait signer un papier. Elle pensait que c'était pour l'école. Le contrat de renonciation à ses droits parentaux, murmura Amélie, horrifiée. Mara hocha la tête. Ils m'ont emmené à l'orphelinat. Ils m'ont dit que si je disais la vérité, ils feraient du mal à ma famille. Alors j'ai menti. J'ai dit ce qu'ils voulaient que je dise. Le silence qui suivit était assourdissant. Amélie avait les mains plaquées sur sa bouche, les larmes coulant librement sur ses joues. François, lui, sentait une rage froide monter en lui. Mon Dieu, souffla-t-il. Nous avons été complices d'un enlèvement. Mara les regarda tour à tour, la peur visible dans ses yeux. Vous allez me renvoyer? Amélie se précipita pour prendre Mara dans ses bras. Jamais, ma chérie. Jamais. Nous allons arranger les choses, je te le promets. François se leva brusquement, faisant les 100 pas dans le salon. Nous devons contacter les autorités. L'agence d'adoption, l'orphelinat, ils doivent être arrêtés. Amélie, toujours serrant Mara contre elle, leva les yeux vers son mari. Et les parents de Mara? Nous devons les retrouver, leur dire qu'elle est en vie, qu'elle va bien. La réalité de la situation commençait à s'imposer. Ils avaient involontairement participé à un trafic d'enfants. L'horreur de cette révélation était presque insupportable. Je veux voir ma maman, sanglota doucement Mara. Elle me manque tellement. Ces mots brisèrent le cœur d'Amélie. Elle avait aimé Mara comme sa propre fille, mais maintenant, elle réalisait que son amour, aussi sincère soit-il, était basé sur un mensonge cruel. François s'agenouilla devant Mara, prenant ses petites mains dans les siennes. Mara, je te fais une promesse solennelle. Nous allons retrouver tes parents. Nous allons réparer cette injustice. Mara le regarda, l'espoir illuminant son visage pour la première fois depuis des mois. Vraiment? Vraiment, confirma Amélie. Mais en attendant, sache que tu es en sécurité ici. Nous t'aimons et nous ferons tout pour t'aider. Cette nuit-là, longtemps après avoir couché Mara, Amélie et François restèrent éveillés, discutant à voix basse dans leur chambre. Comment avons-nous pu être aussi aveugles, se lamenta Amélie. Nous aurions dû voir les signes. François secoua la tête, le visage sombre. Nous voulions tellement aider, nous avons ignoré nos doutes. Mais maintenant, nous devons agir. Ils passèrent des heures à élaborer un plan. Contacter les autorités françaises et ougandaises, engager un avocat spécialisé dans le droit international, essayer de localiser les parents de Mara. Au petit matin, épuisés mais déterminés, ils avaient une ligne de conduite claire. Ils allaient non seulement essayer de réunir Mara avec sa famille biologique, mais aussi exposer le réseau de trafic d'enfants qui opérait sous couvert d'adoption légitime. Alors que le soleil se levait sur Lyon, éclairant la chambre de Mara où la petite fille dormait enfin paisiblement, Amélie et François se préparaient à une bataille qui allait changer leur vie à jamais. Ils savaient que le chemin serait long et difficile, mais ils étaient prêts à tout pour réparer l'injustice dont Mara et sa famille avaient été victimes. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que leur quête de vérité et de justice allait les mener bien au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer, les confrontant à un réseau international de trafic d'enfants bien plus vaste et dangereux qu'ils ne l'auraient jamais cru possible. Le bureau de l'avocat me. Laurent Dubois était austère, ses murs tapissés de livres de droit. Amélie et François Beauchamp étaient assis face à lui, leurs visages marqués par des nuits sans sommeil et le poids de leur mission. Ce que vous me décrivez, commença me. Dubois, ajustant ses lunettes, c'est un réseau international de trafic d'enfants. C'est extrêmement grave et complexe. François hocha la tête, serrant la main d'Amélie. Nous en sommes conscients. Mais nous devons agir. Pour Mara, et pour tous les autres enfants qui pourraient être dans la même situation. L'avocat les regarda longuement, évaluant leur détermination. Très bien. Voici ce que nous allons faire. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon d'activités frénétiques. Les Beauchamp travaillaient sans relâche, jonglant entre leur vie de famille, leur travail, et leur enquête clandestine. Amélie passa des heures au téléphone, contactant des ONG en Ouganda, essayant de localiser les parents de Mara. François, quant à lui, plongea dans les archives de l'agence d'adoption, cherchant des indices, des incohérences dans les dossiers. Un soir, alors qu'ils étaient penchés sur des documents étalés sur la table de la salle à manger, Mara entra timidement dans la pièce. « Maman Amélie, papa François, dit-elle doucement, vous avez trouvé ma maman.
Amélie sentit son cœur se serrer. Pas encore, ma chérie. Mais nous continuons à chercher. Nous ne renoncerons pas, je te le promets. Mara hocha la tête, ses yeux brillants d'espoir et de gratitude. Je peux vous aider? François sourit, ému par la force de cette petite fille. Bien sûr. Viens, assieds-toi avec nous. Ensemble, ils examinèrent des photos, Mara pointant du doigt des lieux qu'elle reconnaissait, donnant des détails sur son village natal. Chaque information était précieuse, un pas de plus vers la vérité. Puis, un matin, le téléphone sonna. C'était M. Dubois. Nous les avons trouvés, annonça-t-il sans préambule. Les parents de Mara. Ils sont vivants, à Kampala. Amélie laissa échapper un cri de joie mêlé de sanglots. François, tremblant d'émotion, prit le relais. Que fait-on maintenant? Nous devons agir vite, répondit l'avocat. J'ai contacté les autorités ougandaises. Elles sont prêtes à coopérer, mais il faut que vous alliez là-bas. Avec Mara. Le voyage en Ouganda fut organisé en un temps record. Les Beauchamp, accompagnés de M. Dubois, atterrirent à Entebbe avec un mélange d'appréhension et d'excitation. Kampala les accueillit dans un chaos de couleurs, d'odeurs et de sons. Guidés par un agent de liaison local, ils se dirigèrent vers le marché où travaillait Ada, la mère de Mara. Le cœur battant, ils s'approchèrent d'un petit étal de fruits. Une femme aux traits fatigués mais doux leva les yeux vers eux. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Mara. Mara, murmura-t-elle, incrédule. Mon bébé? Ce qui suivit fut une explosion d'émotion. Mara se jeta dans les bras de sa mère, pleurant et riant à la fois. Ada la serrait contre elle, comme si elle craignait qu'on ne lui arrache à nouveau sa fille. François et Amélie observaient la scène, les larmes aux yeux, un mélange de joie et de douleur dans le cœur. Ils savaient que c'était la chose à faire, mais cela ne rendait pas la séparation moins difficile. Okello, le père de Mara, arriva peu après, ayant été prévenu par des voisins. Les retrouvailles furent tout aussi émouvantes. Dans les jours qui suivirent, les Beauchamp travaillèrent avec les autorités locales pour démanteler le réseau de trafic d'enfants. L'orphelinat fut fermé, Madame Nakato arrêtée. L'agence d'adoption en France faisait l'objet d'une enquête approfondie. Mais le moment le plus difficile était encore à venir. Assis dans le petit appartement d'Ada et Okello, les Beauchamp devaient maintenant dire au revoir à Mara. Tu vas rester avec ta vraie famille maintenant, expliqua doucement Amélie, luttant pour garder sa voix stable. C'est là que tu dois être. Mara les regarda, ses yeux emplis de larmes. Mais vous êtes aussi ma famille, dit-elle. Je ne veux pas vous perdre. François s'agenouilla devant elle. Tu ne nous perdras jamais, ma chérie. Nous serons toujours là pour toi, même si nous sommes loin. Ada, qui avait observé l'échange, s'approcha. Peut-être, dit-elle lentement, peut-être que Mara pourrait avoir deux familles. Ici et en France? Cette suggestion ouvrit la porte à des discussions longues et complexes. Des arrangements furent pris pour que Mara puisse passer du temps en France pendant les vacances scolaires, maintenant un lien avec les Beauchamp tout en vivant avec sa famille biologique. Le jour du départ, à l'aéroport d'Entebbe, les adieux furent déchirants mais pleins d'espoir. Mara, entourée de ses deux familles, semblait enfin en paix. Alors que l'avion décollait, ramenant les Beauchamp en France, Amélie se tourna vers François. Nous avons fait la bonne chose, dit-elle doucement. François acquiesça, serrant sa main. Oui, et notre combat ne fait que commencer. Il y a d'autres enfants à sauver, d'autres familles à réunir. Ils regardèrent par le hublot, l'Ouganda s'éloignant sous eux. Ce voyage avait changé leur vie à jamais, ouvrant leurs yeux sur une réalité qu'ils n'auraient jamais imaginée. Mais ils savaient maintenant qu'ils avaient un nouveau but, une nouvelle mission. L'histoire de Mara n'était que le début. Il y avait encore tant à faire, tant d'injustices à combattre. Et les Beauchamp étaient prêts à relever ce défi, forts de l'amour qu'ils portaient à Mara et de la conviction que chaque enfant mérite de grandir avec sa vraie famille. Le soleil se couchait sur Lyon, baignant le salon des Beauchamp d'une lueur dorée. Amélie était assise devant son ordinateur, les yeux fixés sur l'écran, relisant pour la énième fois l'article qu'elle venait de terminer. François appelatait elle, sa voix tremblante d'émotion. C'est prêt. François entra dans la pièce, tenant 2 tasses de thé fumant. Il posa une tasse à côté d'Amélie et s'assit près d'elle. Tu es sûr de vouloir le faire, demanda-t-il doucement. Une fois publié,
Il n'y aura plus de retour en arrière. Amélie prit une profonde inspiration. Nous le devons. Pour Mara, pour tous les autres enfants. Le monde doit savoir. D'un clic, elle envoya l'article à son contact au journal Le Monde. Un récit détaillé de leur expérience, exposant le réseau de trafic d'enfants qui opérait sous couvert d'adoption internationale. Les jours qui suivirent la publication furent un tourbillon. L'article fit l'effet d'une bombe dans les médias français et internationaux. Les Beauchamp se retrouvèrent au centre d'une tempête médiatique, leur téléphone sonnant sans cesse, des journalistes campant devant leur maison. Un matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner, tentant d'ignorer le brouhaha à l'extérieur, le téléphone sonna à nouveau. C'était M. Dubois. Allumez la télévision, dit-il sans préambule. Maintenant. Sur l'écran, une conférence de presse en direct. Le directeur d'Interpol, flanqué de représentants de plusieurs pays, annonçait le démantèlement d'un vaste réseau international de trafic d'enfants. Des dizaines d'arrestations dans plusieurs pays, des orphelinats fermés, des agences d'adoption sous enquête. C'est grâce à vous, dit M. Dubois au téléphone. Votre article a été le catalyseur. Il a poussé des lanceurs d'alerte à sortir de l'ombre dans plusieurs pays. François et Amélie se regardèrent, abasourdis par l'ampleur de ce qu'ils avaient déclenché. Les semaines qui suivirent furent intenses. Les Beauchamp furent invités à témoigner devant une commission parlementaire, leur histoire servant de base à une refonte complète des lois sur l'adoption internationale. Un soir, alors qu'ils rentraient d'une longue journée d'audition, ils trouvèrent une enveloppe dans leur boîte aux lettres. À l'intérieur, une lettre de Mara, accompagnée de photos. Chère maman Amélie et papa François, lisait Amélie à voix haute, les larmes aux yeux. Je vais bien. Je suis heureuse avec ma famille ici, mais vous me manquez. Beaucoup d'enfants à l'école m'ont demandé de vous remercier. Leurs frères et sœurs sont rentrés à la maison grâce à vous. François serra Amélie dans ses bras, submergé par l'émotion. Quelques mois plus tard, les Beauchamp se tenaient devant un parterre de journalistes et de dignitaires. Ils venaient de recevoir le prix des droits de l'homme pour leur combat. Ce prix, déclara Amélie au micro, n'est pas pour nous. Il est pour Mara, et pour tous les enfants qui ont été arrachés à leur famille. Il est pour les parents qui n'ont jamais cessé de chercher leurs enfants disparus. François prit le relais. Notre histoire n'est qu'un début. Il reste encore beaucoup à faire. Nous appelons tous les gouvernements à renforcer les contrôles sur les adoptions internationales, à lutter sans relâche contre le trafic d'enfants. Alors qu'il quittait la scène sous les applaudissements, François se pencha vers Amélie. Tu te souviens de cette nuit où nous avons décidé d'adopter, murmura-t-il. Amélie hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. Nous voulions changer la vie d'un enfant. Qui aurait cru que nous finirions par changer la vie de tant d'autres? Ce soir-là, de retour chez eux, ils reçurent un appel vidéo de Mara. La petite fille, entourée de sa famille en Ouganda, leur raconta sa journée à l'école, ses nouveaux amis, ses projets. Je viendrai vous voir bientôt, promit-elle avant de raccrocher. Je vous aime. Amélie et François restèrent longtemps silencieux après l'appel, contemplant le chemin parcouru. Nous avons perdu une fille, dit finalement François, mais nous avons gagné une mission. Amélie acquiesça. Et nous avons ouvert les yeux du monde sur une réalité terrible. C'est un nouveau départ, pour nous tous. Dans les années qui suivirent, les Beauchamp continuèrent leur combat. Ils créèrent une fondation pour aider les familles séparées par le trafic d'enfants à se retrouver. Ils parcoururent le monde, donnant des conférences, sensibilisant le public et les autorités. Mara grandit, partagée entre deux mondes, deux familles, mais plus heureuse et épanouie que jamais. Elle devint le symbole vivant de leur combat, la preuve qu'avec de l'amour, de la détermination et de la justice, on pouvait réparer même les torts les plus graves. L'histoire des Beauchamp et de Mara devint un cas d'école, étudié dans les facultés de droit et les écoles de travail social du monde entier. Elle inspira des changements législatifs dans de nombreux pays, renforçant les protections pour les enfants vulnérables. Mais surtout, elle rappela au monde entier que derrière chaque adoption, chaque enfant dans un orphelinat, il y a une histoire, une famille, et que le véritable amour parental peut prendre de nombreuses formes. Alors que le soleil se couchait sur leur maison lyonnaise, Amélie et François Beauchamp savaient que leur voyage était loin d'être terminé. Mais ils étaient prêts à affronter chaque nouveau défi, forts de l'amour qu'ils portaient à Mara et à tous les enfants du monde qui avaient besoin d'une voix pour les défendre.